Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un concept que j'adore qui s'appelle la narration émergente. C'est un concept qui vient surtout de la théorie du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo c'est d'abord et avant tout un vivier à histoire. Souvent quand on le voit de l'extérieur on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup narratif. Et si beaucoup de ces histoires sont écrites, d'autres naissent directement dans l'imaginaire du joueur. Donc on a des auteurs de jeux vidéo qui construisent des intrigues, qui construisent des dialogues, qui construisent tout un tas de choses, qui permettent de raconter une histoire directement, qui est voulue par l'auteur. Mais en fait en jeu vidéo, il y a aussi une part de la narration qui est inventée directement par le joueur. C'est ce qu'on appelle la narration émergente, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, et surtout comment on peut l'adapter, nous, et l'appliquer en littérature. Le jeu vidéo, avant tout, c'est de la dramaturgie. C'est un personnage qui agit dans un univers, il a des objectifs, et il rencontre des obstacles. À l'origine, essentiellement pour des contraintes techniques, les histoires des jeux suivaient essentiellement la linéarité qu'on retrouvait dans les livres. C'est-à-dire qu'on avait un auteur qui disait, bah voilà, l'histoire va passer du point A au point B, au point C, au point D, sauf que on va créer à l'intérieur du ce qu'on appelle le gameplay, c'est-à-dire de la mécanique de jeu, des obstacles qui vont faire que le joueur va mettre du temps avant d'accéder à chaque étape. Donc plutôt que d'avoir un récit qui relie les différentes étapes de l'histoire ou de l'intrigue, on va avoir des séquences de jeu dans lesquelles le joueur va vivre la tension dramatique et une fois qu'il dépasse les obstacles à travers le jeu, il peut avancer dans l'intrigue. Mais l'intrigue, elle, si on la regarde simplement, si on extrait la structure, on va voir quelque chose d'assez linéaire. On a cette petite particularité que le jeu vidéo étant interactif, on peut aussi créer des embranchements, comme on voit dans le livre dont vous êtes le héros, où vous dites à la fin d'un paragraphe, est-ce que vous souhaitez aller à droite ou à gauche? Si vous allez à droite, regardez le paragraphe 164. Si vous allez à gauche, regardez le paragraphe 78. Ça, c'est la lecture interactive dans laquelle le lecteur influence l'issue du récit et le déroulement du récit. Mais même dans une écriture interactive comme celle-ci, chaque version possible de l'histoire a été choisie par un auteur, a été construite par un auteur. Donc que vous preniez les embranchements A, B, C ou D, il y a un auteur en amont qui a construit une suite logique et cohérente et qui vous permet de vivre différentes histoires. Donc vous pouvez relire un livre dont vous êtes le héros plusieurs fois en prenant des directions différentes. Vous pouvez refaire un jeu vidéo en prenant aussi des directions différentes. Et vous aurez des histoires qui seront différentes mais qui auront été écrites par quelqu'un et qui auront été linéaires. La narration émergente, elle arrive quand on commence à avoir des jeux qu'on appelle à monde ouvert, dans lesquels en fait on va mettre un joueur à l'intérieur d'un univers et on va lui dire fais ce que tu veux. Ou alors quand on va avoir des jeux générés procéduralement, c'est-à-dire qu'on a un algorithme, une machine qui va fabriquer un monde et qui va fabriquer des situations pour le joueur. On imagine un petit peu, si vous voulez, il y a des briques de Lego et puis il y a une machine qui décide de les agencer d'une certaine façon et ça donne un certain résultat. Donc on a des briques essentielles qui sont les personnages qu'on va pouvoir rencontrer, les situations qu'on va pouvoir rencontrer, éventuellement les conditions environnementales ou les conditions environnementales au sens large qu'on va pouvoir rencontrer. La machine mélange tout ça de manière aléatoire et ça donne une expérience de jeu unique à chaque fois. On passe d'une narration inspirée de la littérature, où l'auteur détermine tous les points de passage du joueur et leur ordre, à une narration dans laquelle le joueur va être mis face à un grand bac à sable, à l'intérieur duquel il va pouvoir choisir son propre itinéraire. Ce que les théoriciens du jeu observent, c'est que à l'intérieur de ce grand bac à sable, les joueurs commencent à s'inventer des histoires. Ils commencent à s'attacher à des personnages sur lesquels les auteurs n'ont pas passé énormément de temps, qui peuvent être parfois simplement un nom. Il y a des jeux comme ça, générés procéduralement, où les personnages non joueurs, c'est-à-dire les adjuvants du joueur, on va dire, pour faire simple, existent seulement sous la forme d'un petit personnage dessiné à l'écran avec un nom qui a été choisi aléatoirement. C'est comme si vous ouvriez l'annuaire à une page au hasard, vous dites Jean Brun, et vous donnez Jean Brun comme nom à un personnage. Ce personnage, il n'a pas de caractérisation, il n'a rien de spécial. Alors après, certains jeux vont un peu plus loin et vont donner quelques traits de caractère à ce personnage, mais qui sont pareils, piochés dans une base de données commune à tout le jeu, et ça donne en fait quelque chose de très aléatoire. Donc pas quelque chose qui a été conçu en amont par un auteur. Et sur ces personnages-là, à cause de l'environnement du jeu, à cause de la tension dramatique que le jeu porte, les joueurs vont projeter des émotions. Les joueurs vont s'attacher à ces personnages, à ce Jean Brun qui n'existait pas, qui est rien du tout que juste un nom. Et ils vont lui projeter sur lui une expérience commune, quelque chose qu'ils ont vécu avec ce personnage-là. Ils vont se rappeler de la fois où ils ont dû sauver ce personnage d'une attaque ou d'un incendie, par exemple, et ça va leur créer de l'attachement. Pareil avec des morceaux d'univers qui ont été posés là par l'auteur pour permettre aux joueurs de se promener et dans lesquels le joueur va vivre quelque chose de particulier. Et donc ça va lui permettre, lui, de créer un attachement
et de se projeter à l'intérieur de cette partie d'univers sans que ça ait été prémédité par l'auteur. C'est hyper intéressant parce que ça montre que nous, en tant qu'êtres vivants à l'intérieur d'un monde, que ce soit un monde, le monde réel ou un monde créé et imaginaire, on a cette tendance, cet instinct presque, à aller raconter des histoires, à aller créer de la narration, parce que c'est ce qui nous permet de créer du sens. Donc ça, c'est la narration émergente. C'est une narration qui émerge non pas d'une histoire qui a été choisie par quelqu'un, qui a été construite par quelqu'un, mais d'éléments disparates, d'éléments piochés au hasard, soit par le joueur directement dans des choses qui lui ont été présentées, soit par une machine, et après, le joueur en fait ce qu'il veut. Ce que ça a comme intérêt pour nous, dans l'écriture, c'est deux choses essentiellement. Il y a d'abord un côté pratique de génération d'idées. C'est-à-dire qu'on peut très bien, puisque nous aussi, même si on est auteur, on est d'abord humain, on va avoir cette tendance à créer de l'histoire là où il n'y en a pas, pour unir les choses, pour créer du sens. Donc on peut très bien générer aléatoirement des personnages, générer aléatoirement des événements, et les inclure dans nos histoires pour pouvoir, je sais pas moi, créer une péripétie, relancer une intrigue, développer une galerie de personnages, pour pouvoir générer des idées en nous. Donc au moment de la création de votre livre, au moment de l'écriture, vous pouvez tout à fait faire appel à une forme de génération procédurale. Alors ça a l'air compliqué dit comme ça parce que dans les jeux vidéo, c'est des grands algorithmes qui fabriquent des mondes entiers. Mais en réalité, vous prenez une feuille de papier, vous faites une liste de, je sais pas moi, 15 ou 50 lieux possibles, une salle à manger, un salon, un bar, n'importe quoi. Vous leur donnez un numéro et vous tirez un nombre au hasard, soit en mettant des petits bouts de papier dans un chapeau, soit avec un générateur de nombres qu'on en trouve très facilement sur Internet, et vous prenez ce qui sort. Dans l'histoire de la littérature, on a des tas et des tas d'exemples de ça. Je pense que l'Oulipo a dû faire des trucs comme ça. En tout cas, on a beaucoup d'auteurs qui jouaient avec la matière, d'auteurs expérimentaux et d'auteurs qui ont cherché à se stimuler de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on va se décharger d'une partie de la création et on va laisser une place au hasard dans la création. Donc ça, on peut le faire avec des lieux, on peut le faire avec des situations, on peut le faire avec des personnages. Vous pouvez créer plein de trucs comme ça. Pour des personnages, par exemple, on va se faire des listes d'adjectifs, des listes de professions, des listes d'activités, des listes d'apparence. Et puis on va piocher au hasard et ça va créer un personnage. Je vais piocher, je sais pas moi, au hasard, un comptable, grand buveur de café et amateur de nature. Et ça va me donner l'étincelle de créer ce personnage-là. Je vais me demander qui peut être ce personnage, si je devais développer un petit peu sa backstory, d'où il vient, qu'est-ce qu'il aime particulièrement dans le café, qu'est-ce qu'il aime particulièrement dans la nature. Je peux me poser ces questions-là. Ou alors je peux carrément me poser la question de savoir qu'est-ce qui peut lui arriver d'intéressant. Quand je prends cette caractérisation, qu'est-ce qui crée le plus de tension avec cette caractérisation? Comment je peux rebondir sur cette caractérisation? Est-ce que c'est un adjuvant? Est-ce que c'est un adversaire, un opposant du protagoniste? Est-ce que c'est le protagoniste? Est-ce que c'est carrément l'antagoniste? Et après, je vais laisser mon imaginaire s'en emparer. Donc ça, c'est comment utiliser ce phénomène, qui est un phénomène naturel de l'esprit humain, de la narration émergente, pour créer des idées. Je vous ai donné l'exemple d'un personnage, vous pouvez le faire avec une situation. Je vais piocher au hasard. Si mon histoire, elle patine un petit peu, je vais avoir une liste de situations clés que j'aurais déjà préparées et je vais en piocher une au hasard. Par exemple, le personnage apprend une nouvelle inquiétante ou le téléphone sonne. Je faisais ça en atelier parfois, je lançais les participants sur des sujets d'écriture et puis en cours d'écriture, je disais tout d'un coup, le téléphone sonne. Et hop, ils étaient obligés de mettre cette contrainte-là en plus dans leur texte et de voir comment ça changeait le cours de l'histoire. Et donc ça, c'est des trucs qui sont rigolos, qui nous stimulent, donc qui nous évitent de ronronner trop dans notre écriture, qui peuvent permettre de restimuler la créativité et qui nous permettent d'avancer. Ça, c'est le côté auteur. Le deuxième côté que moi je trouve très cool de la narration émergente, c'est que si ça fonctionne pour des joueurs, ça fonctionne aussi pour des lecteurs. On a une anecdote, alors j'arrive pas à retrouver la source, mais qui raconte que Tolkien avait créé dans Le Seigneur des Anneaux une montagne très très lointaine, j'en parle souvent, à laquelle il va donner un nom que des personnages mentionnent mais qu'on ne va jamais voir. Et dans une interview, quelqu'un lui demande alors pourquoi cette montagne on ne la voit jamais. Et Tolkien explique que on a besoin dans une histoire en tant que lecteur, d'avoir des points sur lesquels projeter notre imaginaire. Et que s'il avait emmené ces personnages sur cette montagne, il aurait dû créer une autre montagne avec un autre nom qui aurait été mentionné, sur laquelle on ne serait jamais allé. Parce que cette mention d'autres aspects de l'univers, qui semble important pour les personnages, qui semble connu par les personnages, mais que nous, lecteurs, on ne va pas voir, que nous, auteurs, on n'amène pas le lecteur voir. Ce sont des lieux sur lesquels qui donnent au lecteur la sensation que l'univers est plus vaste que ce qu'il y a sur la page. Donc ça crée une impression de vraisemblance plus large. On peut l'utiliser pour créer une impression de communauté chez les personnages, parce qu'ils vont parler d'événements qui sont connus,
de tout le monde, dans leur monde. Et on va comme ça permettre au lecteur de s'approprier aussi notre univers. Plutôt que de tout lui prémâcher et de tout lui donner tout fait, on va laisser à son imaginaire des espaces dans lesquels il va pouvoir voyager, qui va pouvoir remplir lui-même de sa propre sensibilité, de ses propres enjeux. Ça va lui permettre de se sentir encore plus investi dans l'histoire. Moi, je parle souvent de coécrire l'histoire avec le lecteur, de laisser des espaces dans lesquels le lecteur peut se projeter et des espaces où il peut s'approprier notre univers et notre histoire. Parce que ça l'implique davantage de co-créer et que du coup, s'il est plus impliqué, il est plus investi. Et s'il est plus investi dans l'histoire, il va plus s'y attacher. Il y a plus de chances qu'il la termine, il y a plus de chances qu'il s'y sente bien parce que c'est aussi son histoire. Pour moi, le concept de narration émergente, il nous rappelle tout ça et on peut l'utiliser délibérément. Délibérément, ça veut dire que quand je vais créer mon histoire, quand je vais raconter mes scènes, quand je vais même structurer mon intrigue, quand je vais penser mon univers, je vais volontairement poser à différents endroits des lieux, des légendes. Ce que j'entends par légende, c'est vraiment ce truc de rumeur, de vécu commun, d'un événement peut-être de l'actualité qui est propre à cet univers ou propre à cette communauté de personnages dont je raconte l'histoire. Et je vais y faire référence à différents endroits de ma narration, comme ça, en passant. Et je vais peut-être faire en sorte de charger ces différentes petites anecdotes d'émotions, d'enjeux, je vais essayer de leur donner de la densité pour que le lecteur sente qu'il y a quelque chose derrière, qu'il ait envie d'en savoir plus, mais moi je ne lui raconterai pas plus. Peut-être parce que moi je ne sais pas, et puis surtout parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif c'est que lui puisse se projeter, et peut-être ça va créer une forme de frustration parfois, en tout cas l'impression de la frustration, mais le gain qu'il y a en termes d'investissement, en termes de plaisir de lecture, vaut largement cette petite frustration. Ça, c'était pour vous parler aujourd'hui de la narration émergente que je trouve très 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 intéressante. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez faire des petites recherches sur Internet. Alors, on a beaucoup plus d'articles en anglais qu'en français, mais vous trouverez de quoi nourrir votre réflexion. Amusez-vous bien et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!